Europe 1, histoire de Coupe du Monde. Il va tenter, il tape, oui, Dominique Rocheteau. Patrick Lemoine. Les derniers mots que dit Bruno Metsu à ses joueurs avant d'ouvrir la porte du vestiaire qui va ce vendredi 31 mai 2002. Les libérer et les jeter dans ce long couloir menant au terrain du Seoul World Cup Stadium tiennent en deux phrases. Ce jour et ce match sont les vôtres. Profitez-en. Ce match, c'est France-Sénégal. Le premier de la 17e Coupe du Monde organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon. Quelques instants plus tôt, ces garçons grâce à qui ce pays participait à sa première phase finale avaient écouté un message enregistré de leur président de la République dans lequel Abdoulaye Wade leur parlait de l'amour de la patrie, du maillot, des attentes de leur peuple, mais de ceux aussi de toute l'Afrique. Aliou Cissé avouera longtemps après à notre ami Sébastien Tarago, grand reporter à l'équipe, je le cite, « En fait, nous n'avions pas eu besoin de ça pour être au taquet. Depuis le petit déjeuner, à chaque fois que nous nous retrouvions à 3, à 4 ou à 5, nous nous disions « on va leur marcher dessus ». D'autant que cette rencontre était probablement pour les Africains plus qu'un match de foot, fût-ce celui d'ouverture de la Coupe du Monde. 42 ans après l'indépendance accordée par le général de Gaulle, le déséquilibre entre l'ancien colonisateur et la jeune république de l'ex-africaine occidentale française était en effet abyssal, dans tous les domaines, sauf, peut-être, en matière de football, puisqu'une génération de ces gamins commençait à se faire connaître dans notre championnat. Mais si les Lions de la Teranga, leur surnom, étaient surtout remontés, c'est parce qu'ils venaient, estimait-il, de subir un véritable affront. La veille, comme cela se fait avant chaque rencontre, les Français devaient venir prendre à 20h30, heure du coup d'envoi le lendemain, leur repère au stade. Or, ils avaient chanté le rendez-vous, estimant que c'était à la fois trop loin et trop tard. Les Sénégalais avaient pris ça pour de l'arrogance et un manque de respect, ce qui était sans doute un peu vrai. Champions du monde et d'Europe en titre, les Bleus étaient alors, comme l'a dit si justement un jour Vicente Lizarazu, des sortes de Beatles du football. Ils pouvaient à peu près tout se permettre, et pas seulement en France. À Séoul, où les Coréens du Sud n'ont Dieu que pour eux depuis leur arrivée, c'est donc devant 62 561 spectateurs que M. Ali Bush Saïm des Émirats Arabes Unis donne le coup d'envoi par une belle soirée asiatique. Il est alors 13h30 en France, où beaucoup de gens ont posé une journée de RTT pour communier un peu partout avec leurs idoles. Notamment dans chaque grande ville où un, voire plusieurs écrans géants ont été dressés pour assister au triomphe des Français. À Dakar, Saint-Louis, Tambacounda et jusque dans les villages les plus reculés du Sénégal, où il est 2 heures de moins et où le gouvernement a décrété un jour férié, femmes, hommes et enfants se sont aussi rassemblés pour vivre l'événement. Car si Metsu est un coach humainement hors du commun et un technicien reconnu, c'est en vérité un monde qui sépare les deux formations. D'un côté, 10 champions du monde, plus Wiltorn, victorieux avec eux de l'Euro 2000, sont alignés. De l'autre, 11 types qui ont certes été finalistes de la CAN quelques mois auparavant, mais dont aucun ne joue dans un grand club européen. Hormis El Hadj Diouf, Ferdinand Coly, Papa Bouba Diop, qui, avec Lens, ont terminé 2e du championnat à 2 points de Lyon, et Khalilou Fadiga, 3e avec Auxerre, aucun autre n'évolue dans une équipe de D1 faisant la loi. Le Lorientais Pape Malik Diop vient même de descendre en Ligue 2. Dès les premières minutes, on sent pourtant qu'il est en train de se passer quelque chose. Un exemple. Dès son premier tacle, Aliou Cissé
qui est en charge de David Trezeguet, arrive à le déposséder du ballon. Mais pas n'importe comment. Dans le mouvement, sans même se relever, il va le faire en se servant de sa tête à même le gazon, là où personne n'aurait osé poser le pied. Et si les Français ne jouent pas si mal et dominent plutôt, à chaque fois que l'un d'eux conserve un tant soit peu la balle, ou qu'il se retrouve en position de tir, il est aussitôt cerné par au moins 2 adversaires. Et la seule fois où d'un contre-pied l'un d'eux, Trezeguet en l'occurrence à la 22e minute, parvient à s'émanciper de cette garde rapprochée en première mi-temps, sa frappe d'une 12aine de mètres plein axe rebondit sur le poteau gauche de Tony Silva, le gardien de Monaco. Il reste que si l'on a bien compris qu'il se passait quelque chose, on voit surtout au premier coup d'œil qu'il manque quelqu'un, Zinedine Zidane. Blessé à la cuisse 5 jours plus tôt durant l'ultime et inutile match de préparation face aux Coréens, uniquement monté par la Fédé pour empocher des dollars, le Madrilène n'est pas rétabli. Ainsi, orphelins de leur capitaine, de Laurent Blanc et de Didier Deschamps qui se sont rangés des voitures internationales après le championnat d'Europe 2000, 10 Français sur 11 peuvent bien en avoir une dorée greffée sur le cœur. Ils ne tutoient plus du tout les étoiles ce soir-là. Et plus les minutes passent, plus El Hadj Diouf et ses potes prennent confiance en eux. Diouf, tiens, c'est justement lui qui à la 30e minute va allumer le feu. Au départ, Pape Malick Diop chipe le ballon à Djorkaeff à hauteur de la ligne médiane, puis lance le lançoir sur le côté gauche, lequel met le bœuf dans le vent. Arrivé à la ligne de but, Diouf centre fort à ras de terre en direction des 6 mètres. Après être passé entre les jambes de De Sailly, la balle rebondit d'abord sur un tibia de Petit, puis sur la poitrine de Barthès, avant d'atterrir dans les pieds de Papa Bouba Diop, qui se jette et marque. Grosse surprise à Séoul, énorme stupeur place de l'Hôtel de Ville à Paris, indescriptible délire sur celle de l'Indépendance à Dakar. La suite va alors être un long chemin de croix pour les Français. Pas parce qu'ils sont mauvais, non, mais parce qu'ils ne s'en sortent pas. L'un d'eux, Franck Leboeuf, va même vivre un calvaire tout à fait particulier. Il se trouve que les Sénégalais ont passé la nuit précédant ce match dans l'hôtel où logeaient les épouses et les copines des Bleus. Et pendant toute l'heure qui suit le but de Bouba Diop, Leboeuf va se faire chambrer par Diouf, qui peut être autant un sale gosse vicelard et provocateur qu'il est un grand joueur. D'un mensonge répété 10, 20, 30 fois, le Lensois va alors petit à petit détruire psychologiquement le défenseur de l'OM en lui faisant croire qu'il a rencontré sa femme la veille au soir. C'est un miracle que le Marseillais n'ait pas dégoupillé. S'il en avait été autrement, cela n'aurait de toute façon rien changé à l'affaire. Bien que restés à 11 jusqu'au bout, les joueurs de Roger Lemaire ne trouvèrent jamais de solution à leurs problèmes. Et après que Thierry Henry ait tenté de passer une dernière fois son spécial, des 16 mètres décalés sur la gauche, une frappe enroulée du pied droit, et que son tir ait buté sur la barre transversale, Ali Bouj Saïm siffla la fin de la partie. Comme en 1990 à Milan, quand le Cameroun avait battu en ouverture l'Argentine sur le même score 1-0, un autre champion du monde en titre perdait 8 ans après son premier match face à une nation africaine. Comme les Camerounais en Italie, les Sénégalais allaient atteindre les quarts de finale, ne cédant finalement qu'après un but en or marqué par les Turcs. Ce fut le dernier de l'histoire de la Coupe du Monde. Et ce vendredi 31 mai 2002, ce n'est là pas une légende. Il y eut pénurie de poulet ce soir-là à Dakar. Parce que, comme l'avaient fait les Lions de la Teranga à Séoul, leurs compatriotes restés au pays voulurent eux aussi bouffer du coq. Europe 1, Histoire de Coupe du Monde.